Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque, sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 230. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Je ne vous apprends rien si je vous dis que dans le digital, les choses bougent très vite. Il y a en permanence des nouveautés technologiques qui ouvrent de nouvelles perspectives et des changements de régulation qui referment certaines portes. Et je vais vous faire une confidence, les choses bougent tellement vite que parfois, je joue à l'autruche. J'ai pas envie d'y croire ou alors pas envie de me pencher encore sur un nouveau sujet. Des fois, j'ai peut-être un peu peur que ce soit trop technique et puis de rien y comprendre. Donc je fais le dos rond et puis je me dis, attendons un peu, avec un peu de peau ça va passer et puis pensons à autre chose. Alors c'est peut-être un truc que vous faites vous aussi, je sais pas, dites-moi, mais typiquement, la fin des cookies tiers, le changement de paradigme de Google Analytics, voire son interdiction, tous ces sujets-là, je les mets dans un coin de ma tête et puis je remets ça à plus tard. Et plus tard, c'est aujourd'hui, au moins pour ce qui est des cookies tiers, parce que oui, mesdames, messieurs, c'est peut-être pas bien clair, on ne sait peut-être pas bien à quoi ça correspond, ni quel impact ça va avoir sur nous, mais la réalité, c'est que c'est pas une légende, la fin des cookies tiers approche et il va falloir s'en soucier. Alors je vous ai trouvé la bonne personne pour nous éclairer. D'abord, il connaît les cookies sur le bout des doigts, il les pratique tous les jours depuis des années avec ses différentes sociétés, mais en plus il rend les choses super claires avec plein d'exemples concrets pour que le commun des mortels comprenne enfin de quoi il s'agit. Et puis il en parle comme on parlerait de philosophie. Moi j'adore, parce qu'une fois que vous aurez écouté cet épisode, vous vous poserez plein de questions sur l'avenir du digital, la capacité des hommes à se réinventer, la place du politique dans nos sociétés, bref, un sujet qui semble très technique et qui est en fait un vrai sujet de réflexion. Je vous propose d'accueillir tout de suite Stéphane Gendrel. Bonjour Stéphane, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est un sujet qu'on connaît tous, mais la plupart d'entre nous, en tout cas moi, je parle pour moi, mais je pense que la plupart des auditeurs, des auditrices du podcast du marketing connaissent pas plus que ça ce sujet. On va parler des cookies tiers. Alors les cookies, on en a déjà entendu parler. Dès qu'on se promène sur un site, on voit ce petit message, est-ce que vous acceptez les cookies? Mais enfin, on sait pas trop ce qu'il y en a derrière. Et puis surtout, on va parler de la fin des cookies tiers. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Tout à fait, merci Estelle de me recevoir. Je suis ravi d'aborder ce sujet qui en effet fait un peu l'actualité en ce moment. Alors donc moi je suis en ce moment chez Commanders Act, qui est donc un acteur français d'un univers qu'on appelle Martech, donc les technologies marketing. J'ai une double casquette. Tout d'abord, je suis CMO, donc directeur marketing, et également je chapeaute une plateforme qui s'appelle AdLoop et qui a été rachetée récemment par Commanders Act. Donc c'est une plateforme que j'ai dont je suis le fondateur. Après, j'ai évidemment pas créé tout seul. Voilà, mais AdLoop a été racheté par Commanders Act en octobre dernier, et donc je continue à m'en occuper. Et donc AdLoop fait de la mesure de la performance du marketing digital. Donc évidemment, le cookie est au cœur de nos sujets. Et Commanders Act fournit un certain nombre de technologies
autour de la data marketing dont le produit principal est le Tag Manager. Voilà. Commander Zach s'appelait avant Tag Commander, donc il y en a certains qui nous connaissent encore sous ce nom. Voilà, et ça fait en fait assez longtemps aussi, avant ces aventures chez Commander Zach et AdLoop, je travaille dans le digital et notamment dans le marketing analytics et le web analytics. Voilà, donc c'est des sujets que je connais depuis un certain temps. C'est ce que j'allais dire, ouais. Les cookies n'ont plus de secret pour toi. Ils en ont pour moi. Moi, franchement, tu vois, tous ces éléments-là. Alors, voilà, on n'est jamais bon dans tout, on maîtrise jamais tout, surtout dans un sujet comme aussi large que le marketing. Moi, c'est vrai que tout ce qui est un peu tech, un peu très chiffres, très analytique, etc. C'est moins mon truc. Je vais être complètement honnête. Alors les cookies, on sait ce que c'est. Je pense qu'à peu près tout le monde a remarqué effectivement quand on va sur un site, en général, on nous demande si on est d'accord pour avoir les cookies qui vont être utilisés ou pas d'accord d'ailleurs, et on peut aller faire un certain nombre de choix. Sauf que ces cookies, si j'ai bien compris, ils sont amenés à disparaître. Ça fait un moment qu'on en parle et je les vois pas disparaître. Ma première question pour toi, histoire de comprendre, Stéphane, c'est quand est-ce qu'ils disparaissent? Est-ce que c'est bien de ces cookies-là dont on parle déjà, premièrement, et quand est-ce qu'ils disparaissent? Oui, alors en fait, le terme cookie vaut pour tous les types de cookies. Enfin, globalement, il y a les cookies tiers et les cookies first, ou cookies propriétaires, dont on pourra reparler. C'est la même chose techniquement, mais comme tu dis, c'est les cookies tiers qui sont, on va dire, un peu en danger en ce moment. Alors tout ça vient globalement de toutes les réglementations sur la vie privée, hein. C'est une conséquence de cette montée en puissance des réglementations, et c'est vrai que ces petits bandeaux d'acceptation de cookies sont, on va dire, la partie émergée de l'iceberg, hein. On demande aux gens de consentir au dépôt de cookies. Et alors, est-ce que ces cookies tiers vont disparaître? A priori, c'est maintenant à peu près sûr. Enfin, il faut savoir que quand on dit disparition, en fait, c'est les navigateurs qui vont les rejeter, hein. Ok. Et aujourd'hui, si tu veux, dans la galaxie des navigateurs, on connaît les grands navigateurs, les Safari, les Chrome, les Firefox et autres, et il n'y a plus que Chrome qui accepte les cookies tiers. Safari, donc Apple, et Firefox, qui est plutôt indépendant, rejette par défaut les cookies tiers depuis plusieurs années maintenant. Voilà. Et donc Chrome, c'est 60% de part de marché, hein. Chrome navigateur de Google, donc qui équipe par défaut tous les terminaux Android, voilà, et qui occupe aussi, qui est présent aussi sur nombre d'ordinateurs. C'est 60% de part de marché. Donc, si tu veux, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a encore, allez, on va dire 60% des cookies tiers qui survivent. Mais le jour où Chrome appuie sur le bouton, enfin, où Google appuie sur le bouton, là, on peut dire qu'il va rester vraiment pas grand-chose. Voilà. Et cette ce déclenchement, l'appui sur le bouton est normalement prévu pour octobre 2024. Alors Google a reculé l'échéance à plusieurs reprises parce que, enfin, on va en parler lors du podcast, le cookie tiers est très lié à l'écosystème publicitaire, et évidemment Google est au cœur de cet écosystème. Voilà, donc ils ont, on va dire, attendu le plus possible le temps de mettre en œuvre des alternatives. Mais voilà, a priori, maintenant je vois pas tellement pourquoi il reculerait. Et puis Google en général, quand il dit on va faire ça à telle date, soit ils préviennent très en amont qu'ils vont pas le faire pour une raison ou pour une autre, soit là on est à moins de 6 mois de l'échéance, je vois pas un recul de Google. Et alors, du coup, la disparition de ces cookies, ou en tout cas le fait qu'ils les rejettent, ça va changer beaucoup de choses ou pas? Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on les a toujours vus. Donc demain, ils y sont plus. Tu dis qu'ils y sont plus déjà sur Safari, sur Firefox, etc. Du coup, c'est une révolution ou c'est pas une révolution? Bah, en tout cas, c'est clair que ça va marquer la, entre guillemets, la fin d'un monde. Bon, j'aime pas toujours mettre beaucoup d'emphase à des choses surtout techniques, mais si tu veux, en fait, le cookie, c'est quoi? C'est un petit fichier qui est enregistré dans le navigateur, hein, qui est totalement inoffensif. Il ne déclenche rien, c'est comme si c'était un post-it écrit, mais depuis au moins 20 ans, ce
fichier, enfin ce cookie est donc utilisé pour stocker des identifiants utilisateurs. Alors des identifiants anonymes, c'est-à-dire que moi je vais avoir un numéro 1, 2, 3, 4, 5, toi un numéro 3, 4, 5, 6, voilà, et si tu veux c'est très utile pour les sites web de lire ces identifiants. Bah, le truc le plus évident, c'est la constitution d'un panier. Hein. T'es sur un site e-commerce et tu mets des produits dans ton panier. Bah pour se souvenir des produits que tu as mis dans ton Mm. panier, bien souvent, on va utiliser un cookie. Donc si tu veux, c'est un truc qui est très utile. Et l'écosystème des adtech publicitaires, c'est depuis l'origine quasiment reposé sur ces cookies pour faire tout un tas d'actions. Bah, par exemple, mémoriser quelles pubs t'ont été présentées, tu vois, de manière à régler, par exemple, l'intensité marketing, tu vois, éviter de te présenter 15 fois la même pub. Voilà, donc si tu veux, c'est un truc qui est un peu une fondation de la tech telle qu'on l'a connue depuis toujours. Et donc, bah, à partir du moment où tu as tout un tas de technologies qui se sont basées là-dessus pour se développer, c'est sûr que quand tu vas couper la branche en question, bah, soit ils ont fait quelque chose pour pallier à cette fin, soit ils ont rien fait, et là ça va poser un gros problème pour certains. Donc oui, pour répondre à la question, c'est une révolution. Mais du coup, si je comprends bien, moi dans mon esprit, le cookie, c'est ce qui va permettre un peu de te traquer quelque part, même si tu dis c'est anonyme, mais enfin c'est ce qui nous permet de suivre le cheminement de la personne. Notamment, tu parlais des ads, je pense à par exemple Facebook Ads, mais il y en a d'autres, hein, de voir que je suis allée sur tel site et donc sur Facebook de me proposer une ads, ou en dehors de Facebook d'ailleurs de me proposer une ads, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quand il y a plus les cookies, il y a plus de publicité? Comment ça va fonctionner? J'imagine que non. Facebook va pas s'asseoir sur Meta, va pas s'asseoir sur les ads. Alors non, il y aura toujours de la publicité, ça il y a pas de souci. Il y aura toujours de la publicité partout dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon marketing les wall gardens, donc les réseaux sociaux ou l'environnement de Google, et même dans ce qu'on appelle l'open web. Donc l'open web, c'est tous les sites sur lesquels on navigue qui ne sont pas des réseaux sociaux ni Google, sur lesquels on voit des pubs. Mais si tu veux, ce qui disparaît, donc le cookie tiers, en fait, c'est celui qui suit un internaute sur plusieurs sites. Donc on va prendre un canal marketing que je pense tout le monde connaît, qui est le retargeting, hein. Donc on va dire inventé en quelque sorte par Criteo il y a maintenant bien longtemps. Voilà, bah typiquement le retargeting, c'était un système qui permettait de voir que un utilisateur avait vu un produit, je sais pas, mettons une machine à laver sur tel site, et après quand tu te baladais sur d'autres sites de lui représenter des pubs sur la machine à laver de manière à le faire revenir et éventuellement acheter la machine à laver. Donc si tu veux, ça c'est emblématique de l'utilisation des cookies tiers, puisque tu as suivi un utilisateur sur un site et sur un autre site ou sur plusieurs autres sites, tu vas donc en ayant mémorisé ses actions, lui présenter des publicités. Voilà. Et donc le cookie tiers, c'est celui qui permet de suivre un utilisateur de site en site. Donc c'est lui qui va être interdit. Donc tu comprends bien, enfin déjà que si on tire le fil du retargeting, que en fait c'est surtout les audiences qui vont être touchées. Voilà. Il y a l'autre type de cookie qui est le cookie, ce qu'on appelle first ou propriétaire, donc celui notamment qui permet de gérer les paniers, hein, donc qui est vraiment limité à un seul site, hein, c'est-à-dire si je suis sur le site de la Fnac, sur le site de Cdiscount, sur le site de Commanders Act, voilà, le cookie ne m'identifie que sur ce site et ne sait pas si j'étais sur un autre site. Alors ceux-là ne sont pas du tout interdits, mais par contre c'est à ceux-là qu'on consent. En fait, si tu veux, si Ah, tu ne consens pas, c'est vraiment le cookie first qui n'est pas déposé, et donc ça rend les sites comme Commander's Act, comme la Fnac et autres un peu à l'aveugle sur ce que font les gens chez eux
quand ils refusent les cookies. Attends que je comprenne, pardon, je te coupe. Ça voudrait dire que si je ne consens pas aux cookies, je n'ai pas les cookies first, et donc si je vais sur le site de la Fnac par exemple, la Fnac ne sait pas ce que j'ai fait sur leur site. Ils ne peuvent pas eux-mêmes voir comme on fait sur Google Analytics ou autre, aller voir que Estelle Ballot est allée sur la homepage, puis allée sur la page, je sais pas quoi, de tel disque, puis sur la page de tel livre. Ils pourraient plus le voir, c'est ça? Oui, voilà, plus ou moins. Alors après, il y a des petites subtilités, c'est-à-dire qu'on va distinguer entre les cookies nécessaires au fonctionnement du site, Mhm. typiquement le cookie qui te permet de gérer ton panier, où là, bah, je veux dire, si t'es sur un site e-commerce et que tu peux pas ajouter des produits à ton panier, bon, bah, il y a quand même un problème. Donc ceux-là sont indépendants du consentement, c'est-à-dire qu'ils D'accord. vont fonctionner même si tu t'y opposes. Par contre, il y a tout un tas de cookies de type publicitaire, analytics, donc typiquement, comme tu disais, qui suivent ta navigation sur le site. Et donc là, si tu refuses le dépôt de ces cookies, bah globalement tu ne vas pas, on va pas pouvoir te suivre. Et donc conséquence, par exemple, dans les outils d'analytics, on va pas pouvoir suivre ta navigation. Hmm. Oui, donc cette histoire alors attends, parce qu'il y a deux choses qui se mélangent là. Il y a le consentement et le cookie tiers. Le consentement, le bouton qu'on a sur un site internet qui nous dit est-ce que vous consentez à avoir des cookies, il va gérer les cookies tiers et les cookies first dès lors qu'ils sont pas nécessaires absolument à l'utilisation du site. Et ce sont bien les cookies tiers et pas les cookies first qui, a priori, disparaissent en octobre 2024, c'est ça? Exactement, c'est une sorte de Hmm. superposition, si tu veux. Il y a le navigateur qui va par défaut refuser le cookie tiers. Donc, enfin, je veux dire, après que tu consentes ou que tu consentes pas, ça changera rien puisque de toute façon, il ne sera pas là. Ok. Et le cookie first, lui, qui restera soumis au consentement dans les limites dont on a parlé, enfin, avec Ok. les exceptions dont on a parlé. Voilà. Du coup, tu me disais que ce cookie tiers, euh, l'exemple le plus simple, le plus évident, c'est le retargeting. Ça veut dire quoi? On pourra plus faire de retargeting à partir d'octobre prochain? Alors en fait, si tu n'identifies plus l'utilisateur sur plusieurs sites, tiens, on va se mettre un peu du côté des adtech parce que ça permet de comprendre en fait le fonctionnement et les conséquences. Si tu veux, qu'est-ce qu'elle fait une adtech? Elle, en gros, bah, elle permet aux marketeurs qui nous écoutent de diffuser de la pub sur différents sites. Donc par exemple, on va prendre la pub display ou du retargeting ou des choses comme ça. Et donc bah, la première chose, si tu veux diffuser de la pub, c'est tu veux la diffuser à une audience. Hein, si tu vises les femmes de moins de 50 ans, enfin la fameuse ménagère Ménagère, moins de 50 dont, ans. voilà, dont on nous a rebâché les oreilles depuis des années et des années. Bah voilà, tu veux vraiment cibler ce segment de la population et tu veux pas cibler les jeunes hommes de 18 ans, voilà. Donc et puis maintenant tu as des ciblages très fins par centre d'intérêt, par affinité avec telle ou telle catégorie de produits, secteur ou autre. Or, bah, pour constituer une audience, si tu veux, à partir du moment où tu es anonyme, où t'as pas ni toi ni moi répondu à un questionnaire pour dire j'aime ci, j'aime ça, la meilleure façon dans le digital, c'est de suivre ta navigation. Ouais. Voilà, tu vas sur tel site, donc tu t'intéresses à tel produit, d'où l'exemple du retargeting. Si tu as vu des machines à laver, c'est qu'a priori, tu t'intéresses aux machines à laver. Voilà. Et donc, bah, si jamais tu plus de cookies tiers qui permettent de suivre l'utilisateur, déjà, pour ranger les gens dans des profils d'audience, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est le 1. Hein, c'est la constitution des audiences pour un certain nombre d'adtech. Le 2, c'est plutôt du côté des modèles économiques des adtech, parce que alors je sais pas si t'es familière avec tout ce qui est la notion d'attribution marketing ou de Oui, choses comme ça. le fait que le cookie, on va le regarder sur un temps donné, c'est à ça que tu penses? Oui, en fait, ouais, il y a tout à fait cette notion de temps. En fait, c'est comment je vais relier, bon, mettons une vente, hein, une conversion qui est faite sur un site à une sollicitation publicitaire. Hein. Donc, par exemple, moi, je me balade sur le net, je vois des pubs
de machines à laver, hein, continuons sur l'exemple. Voilà, et donc d'un annonceur X, hein, mettons, je sais pas, Cdiscount, je sais pas si on a le droit de citer des marques, mais Oui, bon, on je n'est m'en pas à la fiche télé. complètement. On est chez moi, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc je vois des pubs de machines à laver Cdiscount et je ne clique pas dessus. Et le lendemain, je vais acheter une machine à laver sur Cdiscount. Ok. Et donc, en fait, l'attribution, ça va consister pour l'adtech, hein, mettons le réseau display ou le Criteo qui a présenté les pubs, d'aller dire à Cdiscount, bon bah regardez, Monsieur Untel a vu la pub sur tel site, le lendemain il a acheté chez vous la machine à laver en question, voilà, donc c'est moi, Criteo, D'accord. qui ai généré cette vente. Clic Donc ou c'est pas clic, on sait relier le fait que il y a eu en tout cas une interaction avec la publicité qui a dû influer sur l'achat d'une manière ou d'une Voilà, autre. c'est ça. Donc t'as raison de dire clic ou pas clic, parce qu'en fait le même système régit les clics. En fait, le fait qu'on ait vu ou cliqué sur une pub, en fait, c'est une interaction publicitaire, voilà, et qu'on peut relier à un achat. Bah donc, mais si jamais tu coupes Hmm. l'identification de l'utilisateur, on sait pas que moi j'ai vu des pubs. Alors Ah oui. éventuellement quand je clique, ça c'est un tout petit peu plus Hmm. facile à relier, mais si je clique et que mon identifiant est uniquement cookie tiers, bah de toute façon à partir du moment où j'ai coupé la connexion et la reconnaissance de moi en tant qu'individu, et ben je vais tout simplement ne plus être en capacité de dire telle action marketing a généré une vente. Et donc tu vois, là c'est un vrai problème parce que pour une adtech, elle est incapable de dire à ton... Déjà, elle a du mal à cibler les gens, plus de Hmm. mal à cibler Ben les oui, gens. Et deuxièmement, elle va avoir du mal à dire à ses clients, ça a c'est marché moi ou ça a qui ai pas marché. généré Ouais. vos ventes. Ouais. Voilà. Donc si tu veux, quand on dit révolution, en fait, quand tu es une adtech qui dépend des cookies tiers pour constituer tes audiences et pour revendiquer des ventes et donc pour alimenter ton modèle économique, hein, Hmm. parce que beaucoup de ces adtech, enfin alors certaines font du CPM ou du CPC, hein, donc voilà le fait de Coup par facturer mille ou à coup la par diffusion clic. de la pub ou au clic, mais il y en a aussi beaucoup qui font enfin ce qu'on appelle la pure perf, c'est-à-dire facturer soit un pourcentage de la commande, soit un montant fixe à chaque conversion. Mhm. Et donc là, bah, si tu peux pas revendiquer des conversions, tu vas même Ça va avoir être du compliqué. mal à être payé, quoi. Mais tu vois, je vais même plus loin que la tech. Si je suis, j'ai un site e-commerce ou un site, enfin, un site sur lequel je vends quelque chose, et je fais de la pub pour pouvoir agrandir mon audience et que des gens viennent sur mon site, ce qui se passe quand même chez beaucoup de beaucoup de gens. Si je peux plus créer d'audience, ça veut dire quoi? Je me retrouve à refaire de la publicité mass market comme on avait justement avant d'avoir des Facebook, des Google et la possibilité justement de cibler et de faire des campagnes de pub du coup qui sont beaucoup moins chères que de faire une campagne de pub à la télé c'était chez TF1 à 20h. Bah alors en quelque sorte, alors c'est là que en fait il faut aussi un petit peu nuancer. Si tu veux, il y a des gens pour qui la disparition des cookies tiers, enfin il y a plutôt des technologies ou des entreprises pour qui la disparition des cookies tiers va pas poser de problème parce que ils dépendent pas des cookies tiers pour constituer des audiences ou pour associer des conversions. Donc là, c'est là qu'on reprend cette idée des walled garden. Donc, si tu veux, quand bon, on parlait de Facebook, Insta, ou TikTok, Snapchat et autres. Enfin, si tu veux, globalement, ça fonctionne un peu en circuit fermé, c'est-à-dire que tu t'es inscrite, ou moi je me suis inscrit avec mes propres informations, mon login, mot de passe et tout, donc on sait qui je suis. Et ce que je fais sur le réseau, mes centres Hmm. d'intérêt, ce que je vois comme contenu, bah ça, je veux dire, TikTok de toute façon le capte et c'est totalement indépendant, TikTok ou Meta le capte et c'est totalement indépendant des cookies. Donc si tu veux, eux, ils ont pas tellement de problèmes d'audience, de Ouais, constituer les audiences. ils savent faire leur audience. En revanche, ils Voilà. savent pas où va leur audience. Ils peuvent pas voir. Si je suis sur Facebook, donc je suis connectée avec mon login, mon password, mon machin. Je me balade. Ils savent ce que j'aime pas, parce qu'ils ont vu mes habitudes. Mais je clique sur une pub.
J'imagine que c'est ça l'idée. J'ai une pub qui arrive sur Facebook, je clique sur une pub qui m'emmène chez un vendeur de chaussures. Une fois que je suis sur le vendeur de chaussures, Meta, il sait pas si j'achète des chaussures ou pas, du coup. Bah, c'est là où, en général, quand tu as commencé à faire de l'audience, enfin de la pub sur Facebook, on t'a demandé de placer un pixel Mhm. sur ton site. Ouais. Voilà. Et donc, bah, ce pixel, qu'est-ce qu'il fait? Il alimente Meta en information de ce que font les utilisateurs. Donc c'est comme ça que Meta fait le lien entre ce qui se passe sur cette plateforme et quand tu es sorti de sa plateforme, ce qui se passe sur le site. C'est les fameux events, c'est le fameux gros changement qu'on a eu il y a quelques années, c'est ça, hein, chez Meta, quand on voulait faire de la pub, où ils nous demandaient de créer des events au sein de notre site, c'est ça. Voilà, hein. ça fait partie de cet écosystème. En fait, c'est destiné à alimenter des Meta en données de comportement des utilisateurs et notamment des utilisateurs qui ont cliqué sur les publicités. Et donc, si tu veux, ce fonctionnement de Meta, il est totalement reproduit à l'identique chez TikTok, Snapchat, enfin tous les réseaux sociaux, Pinterest, LinkedIn, Twitter et autres. Et quasiment à l'identique, même si c'est pas un réseau social, chez Google. Puisque chez Google, en fait, en réalité, bon bah, tu te logs pas pour accéder au contenu, mais enfin, je sais pas combien de gens utilisent Gmail, utilisent Google Maps, utilisent YouTube, voilà, et puis bah globalement, assez rapidement, tu vas créer un compte, te loguer, et donc voilà, et donc on va pouvoir associer à ton profil toutes ces informations, que ce soit pour constituer des audiences, encore une fois, et que ce soit également, puisqu'il y a toutes ces technos demandent aux utilisateurs de sites, enfin aux éditeurs de sites de mettre des pixels pour les conversions. Donc si tu veux, eux, tout cet écosystème publicitaire des grandes plateformes, en fait, ils ont résolu le problème et ils se sont rendus indépendants en grosse partie de la fin des cookies tiers. Que je comprenne la mécanique, parce que c'est quand même un peu complexe tu vois, à visualiser. Avant, il y avait les cookies qui nous suivaient, qui nous traquaient. Et maintenant, comme ils se sont dit, attends, on va plus avoir le droit aux cookies, ils se sont mis, quand je dis ils, c'est les gros réseaux sociaux plus Google et les sites indépendants, ils se sont mis d'accord pour se lier entre eux de façon à pouvoir savoir, à faire un lien entre ce qui se passe sur un site et ce qui se passe sur les réseaux sociaux et les relier entre eux, c'est ça? Alors ils sont pas forcément reliés entre eux. Si tu veux, c'est que chacun dans son écosystème particulier s'est débrouillé parce que si tu veux, le cookie, c'est en fait l'intérêt, c'est que c'est complètement anonyme. T'as pas besoin de demander à un utilisateur de créer un profil, d'avoir un login mot de passe, de s'enregistrer quelque part pour capter les informations. Ok? Donc voilà. Alors que chez Google, chez Meta, chez les LinkedIn et autres, de toute façon, tu es enregistré à un moment ou à un autre. Donc à partir du moment où tu es enregistré, ils savent associer toutes les informations de navigation, de centre d'intérêt et de choses comme ça à ton profil personnel que tu as créé. Ok? Donc c'est en ça que eux n'ont pas tellement de problèmes pour te suivre. Alors non pas sur tous les sites, mais dans leur écosystème propriétaire. Donc ça résout le problème de l'audience. Et puis après, comme également c'est des gros réseaux publicitaires, ils t'ont demandé de poser des pixels sur ton site, et donc dans ce cas-là, ils vont également te suivre dans tes conversions. Donc si tu veux, ce qui va manquer aux acteurs qui n'ont pas fait ça avec la fin des cookies tiers, eux l'ont déjà traité à la base. Mais alors, pardon, j'ai une question un peu naïve peut-être. Ça sert à quoi de supprimer les cookies tiers si de toute façon les gros, hein, parce que je comprends bien que c'est pas tout le monde, mais les gros ont déjà recréé un autre système qui leur donne les datas. Initialement, c'était pour protéger l'utilisateur, qu'il soit pas traqué de partout. La réalité, c'est que ça lui change pas grand-chose, si je te comprends bien. Alors voilà, là, là tu mets un point sur en fait l'adaptabilité d'un écosystème et si tu veux la vision du législateur qui a de très bonnes intentions mais qui au bout du compte la mise en œuvre n'est pas exactement ce qu'il avait en tête. Donc enfin bon, on est dans si tu veux, c'est un sujet, c'est vrai, qui monte quand même depuis 10-15 ans, c'est ce sujet des données personnelles et de la privacy.
hein, voilà. Donc si tu veux, et puis quand même l'utilisateur web moyen, enfin toi et moi, on a quand même de temps en temps, enfin on a tous été choqués par justement le retargeting. On s'est dit ah bah tiens je suis suivi, j'ai pas envie d'être suivi, machin. Donc en fait les volontés de protection de la vie privée viennent aussi des consommateurs eux-mêmes. Voilà. Donc si tu veux, voilà, le législateur petit à petit voulant corriger les dérives, bah, s'est mis à mettre en place des législations limitantes, d'où le consentement qu'on a vu après le RGPD, d'où la limitation des données personnelles. Tu sais, il y a tout un débat à un moment où on a dit, enfin je sais pas si t'as suivi, mais la communauté a probablement suivi, le fait à un moment on a dit ah bah Google Analytics va être interdit. Ouais. Parce que une histoire de CNIL, voilà. Donc ça, c'était pour des histoires d'échange de données transatlantiques et de protection des données des Européens aux États-Unis. Enfin bon. Pour couper 2 secondes sur ce buzz-là de Google Analytics, on est d'accord, Google Analytics n'a finalement pas été interdit. Non, il n'a pas été interdit en effet, parce que depuis quelques mois, il y a un nouvel accord de protection des données entre les États-Unis et l'Union européenne qui a été mis en place, un truc qu'on appelle le Privacy Shield. Hein, donc si tu vois le terme, tu sauras de quoi il s'agit. Et en gros, c'est un accord qui vise à garantir plus ou moins que les données européennes n'iront pas en tant que telles au sein des Ouais. agences de renseignement américaines. Voilà. Bon. Ok. C'est la même chose que ce qu'on voit avec TikTok et la Chine où Exactement. voilà, où on se Exactement. dit C'est est-ce toujours. que on va pas utiliser les données, les data, puisque c'est du big data, il y a énormément de data qui passe. Est-ce que ça va pas à un moment donné être utilisé à des fins plus larges, gouvernementales, d'information globale, Exactement. etc. Voilà, C'est de ça. surveillance de la Ok. population, de choses comme ça. Donc si tu veux, globalement, il y a un espèce de consensus dans les gouvernements, les organisations internationales pour essayer de protéger les consommateurs de dérives potentielles sur l'utilisation de leurs données personnelles. Le plus visible étant tout ce qui est lié à l'écosystème publicitaire. Bon bah voilà, et puis aussi sur la surdominance des grandes plateformes. Voilà, bah c'est un peu ça que le législateur a voulu viser. Bon, après, comme les grandes plateformes bah, sont un peu les acteurs majeurs de cet écosystème et ont des moyens importants, bah, ils ont fait de la recherche et puis ils ont en quelque sorte, enfin sur plusieurs années, corrigé un peu leur manière de faire et en fait bypasser un peu ces limitations comme ça. Et donc en réalité, ceux qui vont être énormément affectés, c'est toute la galaxie de, on va dire, petits ou moyens acteurs de ce qu'on appelle l'open web, donc par opposition au circuit fermé que sont les réseaux sociaux. Et ça, si tu veux, tu as des centaines, des milliers d'acteurs dont font partie les retargeteurs, les réseaux d'affiliation, les réseaux display, le programmatique et ainsi de suite, bah, qui eux, en fait, dépendent énormément du cookie tiers, qui n'ont pas forcément la force et de conviction et la force technologique pour changer le paradigme. Et donc, bah, eux, si tu veux, c'est un peu l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer en octobre 2024? Mais, enfin, a priori, il y en a quand même beaucoup qui vont souffrir, bien que il y a eu du temps pour se préparer normalement, quoi. Que je comprenne bien, quand tu me parles d'open web, c'est quoi? C'est des sites internet qui, dans leur coin, je fais exprès d'utiliser ces mots-là, mais qui dans leur coin commercialisent leur espace publicitaire sans passer par des Google, des Meta, etc. C'est ça? Voilà, c'est exactement ça. En fait, l'open web, c'est tout ce qui n'est pas dans un circuit fermé. Donc, enfin, en fait, c'est tous les sites qu'on consulte, toi et moi. Enfin, bon, je veux dire, à part le fait d'utiliser Google pour ses services ou d'aller sur les réseaux sociaux pour soit bah, faire des trucs professionnels, soit faire des trucs personnels, bah, on passe plein de temps à regarder du contenu sur un site, à regarder des blogs, à aller acheter ça et là des fringues ou des machines à laver ou de la nourriture. Voilà, et bah tous ces sites-là, en fait, c'est l'open web, en fait le web ouvert où t'as pas besoin d'être inscrit pour rentrer,
et ainsi de suite. Donc en fait, c'est quand même, on va dire, une grosse majorité, en tout cas, des sites. Et dans l'open web, il y a tout un tas d'acteurs de la diffusion publicitaire qui proposent leurs services. Mais donc en fait, quand t'es marketeur, je veux dire, tu sais quand tu utilises Google ou quand tu utilises Meta pour faire ta pub, Mhm. mais quand tu utilises un autre truc que Google et Meta, enfin et toutes ces grandes plateformes, généralement c'est sur l'open web. Tout ce qui est le display programmatique, c'est de l'open web. Tout ce qui est du retargeting, c'est de l'open web en général. Voilà. Mais alors du coup, je vais te demander un peu de regarder dans ta boule de cristal. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer, tu le disais, mais pour toi, ça va être quoi la tendance? Les gens qui étaient sur l'open web et qui faisaient leur business en vendant de l'espace comme ça, publicitaire en direct, ils vont faire quoi en octobre 2024? Ils vont passer sous une régie Meta ou sous une régie Google et ils vont mettre tout leur business sur les gros. Et du coup, c'est les gros qui vont reprendre encore la part de marché en plus. Ou ils vont trouver un autre moyen de fonctionner. Qu'est-ce que tu imagines? Alors, je pense qu'il y a les deux. Alors déjà, on a vu quand même, AdLoop là, cette plateforme que j'ai créée, et qui fait de la mesure de l'efficacité publicitaire. Si tu veux, on est un peu au cœur de justement d'observer ces tendances. Et c'est vrai que de manière, assez claire, depuis, on va dire, 3 ans, peut-être 4, tu as eu un gros mouvement de montée en puissance des réseaux sociaux dans l'écosystème publicitaire. Mhm. Hein, c'est au détriment de cet open web. Ouais. Hein, on a vu vraiment que les budgets, on va dire que les budgets, dit open web, c'était peut-être 30% des dépenses médias il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est 12%. Ah ouais, Donc si tu divisé veux, par tu deux. vois, Paf. ouais, tu vois, c'est un gros truc. Donc de fait, les réseaux sociaux ont quand même beaucoup profité de ce mouvement. Donc voilà, après, je pense que les annonceurs, qui sont quand même pas bêtes, ont pas envie de mettre tout le temps leurs œufs dans le même panier. Donc à un moment, je veux dire, réseaux sociaux, Google, c'est déjà, on va dire, 80% au moins des dépenses publicitaires. Donc à un moment, ils vont quand même chercher à continuer à exister sur d'autres trucs, mais après, entre tous les acteurs de cette adtech open web, là ils vont être affectés assez diversement. Si t'en as qui étaient suffisamment robustes, qui ont déjà mis en œuvre un certain nombre de palliatifs, un peu comme les pixels, tu vois. Enfin, Ouais. maintenant un Criteo va te demander de mettre un pixel, voilà, des systèmes de tracking sur ton site et puis d'autres technologies. Mais bon, il y a tout un tas quand même d'acteurs qui sont petits ou alors dont le modèle était tellement dépendant des cookies tiers que c'est très difficile de le changer. Et donc eux, si tu veux, ils vont se retrouver du jour au lendemain avec des audiences potentiellement beaucoup moins fines et qualitatives, et un modèle économique à repenser, puisque à partir du moment où, si par exemple tu facturais X% du montant d'une commande, si demain t'arrives plus à trouver les commandes, Ah ouais. comment tu vas facturer? Donc voilà, et ça, si tu veux, c'est compliqué parce que en tant qu'annonceur, t'acceptes de faire des efforts et d'installer des pixels ou des systèmes sur ton site pour Google, Facebook et tout, parce que c'est les gros. Mais enfin, si t'en as 20 derrière qui te demandent de faire la même chose, à un moment, ton Ah ouais. équipe technique, elle va dire, bon, vous êtes gentil, c'est pas non plus l'open bar. Voilà. Donc, si tu veux, voilà, je pense que ça va probablement générer un phénomène de concentration. Voilà. Et puis pour reprendre le fil du ciblage, hein, dont on parlait tout à l'heure, où tu disais mass market, si tu veux, il y a quand même un truc que ça va probablement provoquer, c'est revenir à des méthodes de ciblage contextuel. Tu sais, enfin le marketing tel qu'on l'a connu Mhm. avant que le digital permette de segmenter très finement les gens en fonction de leur comportement. Voilà, t'allais annoncer
sur tel, je sais pas, magazine de cuisine, parce que tu savais que l'audience était des gens qui s'intéressaient à la cuisine. Voilà, et donc bah le ciblage contextuel un peu permet de dire bah voilà, cet article, alors tu peux le faire plus finement et plus technologiquement. Cet article traite, je sais pas moi, je sais pas, Comment des faire une machines à tarte, laver, voilà. voilà, ou comment on fait une tarte aux pommes. Bon, voilà, bah tu sais que l'utilisateur enfin, est intéressé par la tarte aux pommes. Voilà, donc éventuellement, tu peux lui servir des publicités autour de l'univers de la cuisine. Tu vois? Voilà, Ok. donc Ouais, ça, mais du coup, c'est quand même un poil, pardon, hein, c'est pas une critique du législateur, mais quand même, c'est quand même un poil, un retour en arrière, c'est-à-dire que moi, j'arrête pas de dire, la révolution pour moi, c'est le digital a permis d'ouvrir la publicité et donc le développement d'entreprises à tout le monde, là où avant, bah, c'était du mass, de la publicité mass market et donc des coûts importants. Donc là, ben, on retourne un petit peu en arrière, on va être obligé de se réappuyer un petit peu sur de la publicité moins fine et donc à terme qui potentiellement pourrait être plus cher ou en tout cas moins facile d'accès. Et puis tu disais initialement l'idée c'était d'empêcher les gros acteurs notamment de trop nous suivre. Puis au final, ben, les gros acteurs eux ils ont trouvé une technique pour passer outre et c'est finalement les plus petits qui vont être pénalisés. J'ai un peu résumé la situation correctement ou pas? bah oui, oui, la conséquence, c'est tout à fait celle-là. Ça, c'est voilà, et c'est un peu malheureux. Je ne sais pas si ce qui est, enfin, si tu as une déconnexion en fait. Alors j'ai l'impression aussi beaucoup en Europe, d'un côté qui est très, on va dire, enfin pas moraliste parce que c'est un côté un peu négatif, mais voilà, on défend des grands principes de droits des citoyens et des choses comme ça, et peut-être de temps en temps au détriment de l'activité et de la Hmm. liberté économique. Voilà. Et là, c'est quand même une manifestation assez claire de cette conséquence. Bon, après, évidemment, t'as pas envie d'être fliqué en tant qu'utilisateur, t'as pas envie qu'on utilise tes données personnelles sans ton consentement. Mais enfin, est-ce que avoir une publicité qui correspond à tes goûts, c'est Oui, pas mieux que d'avoir n'importe quoi? Ça, c'est une question à se poser, quoi. ouais, Bon, ouais, enfin, ouais, je suis. voilà, toujours Bon. est-il que on est dans cette situation. Et voilà, donc écoute, bon, il y a donc un certain nombre d'acteurs se sont déjà, et pas que les gros, hein, mais certains d'acteurs ont déjà plus ou moins fait en sorte que de survivre à ce maelstrom. Donc voilà, donc eux vont rester là. Il y a pour tout ce qui est ciblage, il y a tout un tas d'initiatives qui sont nées. Alors je sais pas si t'as entendu parler des ID partagés, des data clean room. Bah, Pas par du tout. exemple, ID partagé, c'est quoi? C'est bon, je vais encore citer des noms, mais tu vois, des gros publishers. Donc par exemple, je suis Le Monde, Le Figaro, je sais pas, enfin tu vois, tout un tas Mhm. de journaux comme ça. Bah, je vais d'une manière ou d'une autre, en utilisant des technologies, bon, dont on va pas parler, ça n'a pas d'intérêt, mais essayer de mettre plus ou moins mes audiences en commun, enfin en tout cas de partager des identités utilisateurs de manière à garantir une espèce d'audience un peu qualitative. Voilà. D'accord. Donc ça, tu as des initiatives comme ça entre des grands groupes médias qui s'allient, ou ça peut être tu vois, du Orange, du Free, qui ont avec les box un certain nombre d'informations sur les profils utilisateurs. Voilà, donc des gens là se regroupent et ils vont dire bon bah voilà, on va pouvoir constituer des audiences un peu pertinentes. Sauf que, si tu veux, même si tu mets toute la puissance d'Orange, de Free et de SFR, en termes de pourcent de la population mondiale, c'est Oui. à peu près peanuts. Donc, si tu veux, le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces initiatives sur le regroupement, c'est pas du tout aussi universel et non propriétaire que l'était le cookie, qui en plus était gratuit. Donc, si tu veux, ça, en fait, ça reste des initiatives qui sont très très limitées. Donc, voilà. Donc, la constitution d'audience, bon bah, ça va être un sujet. Ça va être un sujet pour les annonceurs qui vont probablement avoir des publicités, enfin
en tout cas sur une partie de leur publicité moins bien ciblée, et ça va être un problème chez les publishers. Parce que si tu veux, à partir du moment où t'as pas tu peux pas vendre de la pub sur des audiences bien précises, eh ben ton CPM il baisse, Oui, c'est ça. tout simplement. Donc les publishers, si tu veux, c'est pas anodin qu'aujourd'hui t'as de plus en plus de difficultés dans la presse, tu vois, ils avaient quand même réussi à recréer un modèle économique en ayant un peu de revenus d'abonnement, en ayant un peu de revenus publicitaires avec des trucs bien ciblés. Et bah aujourd'hui, mais ils attendaient pas des rentabilités faramineuses. Bah aujourd'hui, cet effet cookitière, ça va aussi leur couper l'herbe Ouais. là-dessus, voilà. Ouais, Donc, donc ça a vraiment, pardon, je te coupe, mais ça a vraiment un impact presque plus économique pour ceux complètement. qui présentaient de la publicité que pour finalement les utilisateurs, parce qu'ils vont continuer à avoir de la pub Oui. et dans leur quotidien à eux, finalement, ça changera pas grand-chose. Et pour les annonceurs, et notamment, je pense aux petits annonceurs, à tous les sites internet, les e-commerce, etc., qui veulent faire de la publicité, ils vont pouvoir continuer à faire de la publicité. C'est pas la fin des Non. publicités, c'est pas la fin de la capacité à toucher et à suivre nos consommateurs. Simplement, ça va reconcentrer peut-être encore un petit peu plus Voilà. sur les Meta, les Google, enfin les grosses plateformes, les GAFA. Et puis ça va être un peu plus compliqué en revanche, voire beaucoup plus compliqué pour tout l'univers ouvert, open web dont tu parlais, qui travaillait finalement un petit peu différemment dans son coin, presque de façon plus artisanale. Ben là, pour le coup, ça va être plus compliqué pour eux, mais pour le commun des mortels, finalement, octobre 2024 va pas changer radicalement les choses. Non, non, pour les utilisateurs, ça va pas changer grand-chose. Pour les publishers, ça va être plus compliqué. Alors, tu as un effet aussi, un peu un effet de bord pour les annonceurs, qui est le renchérissement. Enfin, moi, je pense que ça va arriver. Le renchérissement de la pub. Parce que toutes ces plateformes, toutes ces grosses plateformes, les Google et autres, tu sais, c'est un système d'enchères. C'est-à-dire que, enfin, Ouais. Oui. Google Ads, c'est Mmh. quand même le premier à avoir fait ça. C'est-à-dire que plus il y a de concurrence sur un mot-clé, plus Ça coûte celui que tu cher. as présenté en premier est celui qui essaie de payer le plus cher, et donc plus t'en as, plus ça tire les prix vers le haut. Et ce système d'enchères, en fait, a été adopté quasiment Mmh. par toutes les plateformes. Donc, si tu veux, la concentration et moins de concurrence dans Mmh. l'écosystème veut dire plus de monde dans les écosystèmes fermés, et par effet mécanique Plus cher. plus cher. Voilà. Ah, bon. Donc On est bien barré. Ok, donc si tu ça va veux, être ouais, plus le côté compliqué de suivre les voilà. audiences, ça va être plus compliqué de trouver les gens, mais ça va nous coûter encore plus cher. Bon, Voilà, c'est ça. super. C'est pas voilà, économiquement, c'est quand même pas la super nouvelle. Bon, après, il y a quand même des solutions, enfin je veux dire, il y a aussi bon. En fait, si tu veux, ça met quand même en lumière. Bon, admettons que voilà, bon, le législateur, de toute façon, il a fait sa législation, c'est comme ça. De toute façon, on peut Ah le ouais. déplorer, mais on n'a pas le choix. Voilà. Par contre, si tu te dis, bon bah, ok, en fait, tout ça, c'est de la guerre autour des données. Hein, Oui. quand même globalement c'est ça, hein. On cherche à capter de la donnée, le législateur cherche à diminuer on va dire les dérives, voilà. Donc quand tu es un annonceur ou un publisher, hein, ça vaut pour les deux, tu te dis bah en fin de compte, moi quand même j'ai des gens qui viennent chez moi, des utilisateurs. Quand ils sont chez moi, normalement, bon, à part s'ils ne consentent pas, bah mais pour ceux qui consentent, c'est quand même 80% des gens Ouais. hein, qui consentent. Enfin, je veux dire, quand tu connais ton e-commerçant et que t'as confiance, je veux dire, t'as aucune raison de pas consentir. Voilà, bah tu peux quand même en tant que toi, annonceur ou publisher, capter des informations sur tes consommateurs et essayer en quelque sorte de les Ouais. valoriser derrière, tu vois, de revendre peut-être de l'audience, de mieux les marketer, enfin voilà. Donc en fait, l'actif, si tu veux, de la donnée qu'on appelle first party, donc les utilisateurs qui viennent chez toi, en fait c'est un actif qui a de la valeur, qui à mon avis en aura de plus en Hmm. plus, qui en aura de plus en plus avec aussi l'arrivée des IA.
des intelligences artificielles, puisque les IA, comme tu sais, tu les nourris avec des données, Ouais. et donc faut les nourrir avec des données clean, des données bien structurées et des trucs comme ça. Donc si tu veux, je pense qu'aussi ça ouvre une nouvelle ère qui est, tu vois, l'ère de non plus de la donnée disponible partout où tout le monde peut se servir sur les données des utilisateurs, mais de la donnée plus concentrée, de la donnée plus qualitative. Et donc, en fait, l'écosystème va probablement, c'est ça un peu la magie du digital, hein, c'est que tu as une adaptation permanente des différents acteurs. Et donc, en fait, dans quelques années, probablement, tu auras en quelque sorte chaque annonceur ou des regroupements d'annonceurs ou des regroupements de publishers qui auraient constitué leur actif de données, qui auront trouvé des moyens de les valoriser et du coup de récupérer de l'argent qu'ils ont perdu ça et là parce que la pub est plus chère ou parce que voilà. Donc si tu veux, c'est un renouvellement permanent et chez enfin là pour le coup bon je fais pas notre pub, mais chez Commanders Act c'est un truc qui a été pris en compte puisque on a adapté justement nos systèmes de collecte de données, tu vois, tout ce qui est les tag managers, à justement faire en sorte que on puisse traquer ces données first, se constituer des actifs de données, et donc que après les annonceurs puissent un peu protéger en quelque sorte leurs données et les garder en interne pour mieux les valoriser, quoi. Ouais. Écoute, je te propose qu'on finisse là-dessus. On va avoir une disparition des cookies tiers, mais comme tu disais, le digital, c'est l'adaptabilité. Donc, probablement une revalorisation des données first. Donc, écoute, on verra, on se donne rendez-vous dans 2 ans, et puis on voit Voilà, ce que ça donne. Exactement. Écoute, merci infiniment, Stéphane. C'est infiniment plus clair pour moi et surtout ça a ouvert vraiment plein de, j'allais même pas dire de questions, mais en tout cas d'interrogations sur ce qui va se passer à l'avenir, et ça me donne envie vraiment d'aller regarder, de zioter ce qui va être inventé, parce que comme tu le dis, le digital c'est en permanence une réinvention, donc on doute pas qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger dans les mois, dans les années qui viennent, donc ça va nous permettre de regarder ça. Merci beaucoup, Stéphane. Si on veut en savoir plus, si on veut peut-être te poser des questions, si on veut travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te suivre, dis-moi? Alors je pense que LinkedIn est le plus adapté, hein, puisque voilà, en cherchant mon nom, on me trouve facilement, hein, Stéphane Gendrel. Voilà, et puis Commanders Act et Adloop, qui sont les deux sociétés dans lesquelles j'interviens, sont également présentes sur LinkedIn, et je pense que c'est le plus simple pour avoir de l'information, pour suivre un peu ces problématiques-là, et pour savoir ce qu'on fait ou poser des questions. Génial, évidemment, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Stéphane, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci Estelle, écoute, c'était super, et j'espère qu'on a réussi à clarifier un peu les choses pour ton audience et pour l'écosystème en général. Je pense que c'est très utile d'avoir un peu ces sessions de, on va dire, demi-vulgarisation ou ouvrir le capot, quoi. Ça aide un peu tout le monde à progresser. Carrément. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Stéphane, mille merci pour cette discussion passionnante qui a permis, en tout cas pour moi, de comprendre un petit peu ce qui est en train de nous arriver, comment est-ce qu'il faut se positionner, ce qui va peut-être fonctionner bien, moins bien, mieux, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'il va falloir regarder dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est vraiment ultra passionnant, je trouve, d'aller aborder ce sujet des cookies tiers tel que tu l'as fait. Merci encore à toi. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, je vous invite à rejoindre la newsletter du podcast. On est environ 10 000 toutes les semaines sur cette newsletter. Je vous envoie en général un email par semaine et puis je vous parle des coulisses du podcast, du prochain épisode du podcast qui arrive, bien sûr, de mes bons plans, de toutes les choses qui se passent autour du podcast du marketing, et puis de ma petite vie perso d'entrepreneur, mes galères, mes questionnements ou les nouveautés que j'ai trouvées. Donc je vous parle un petit peu de tout ça. Pour vous abonner à la newsletter, c'est très simple, vous allez sur le podcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.